Bonjour Manuel, Bonjour. merci beaucoup de m'accueillir ici. Alors on est chez toi, on est à Chef d'œuvre aujourd'hui. Alors c'est Alexandre Lazarev qui m'a recommandé de t'interviewer dans une précédente interview que j'ai fait de lui il y a maintenant pas mal de temps, mais si vous l'avez pas encore écouté, je vous invite à le faire. On va parler évidemment de beaucoup de choses parce que tu as un parcours dans le vin qui est ultra profond, tu as fait plein de choses dans ce milieu, mais je te laisse commencer par te présenter. Avec plaisir. Écoute, je suis sommelier depuis à peu près 22 ans maintenant, parce que j'ai commencé ma carrière au Georges V au début des années 2000. Je suis bourguignon, je suis né en Bourgogne et j'ai eu la chance de grandir dans une famille où on aimait le vin. Mon père particulièrement qui est médecin. Et donc j'ai eu la chance aussi de grandir dans un milieu où on cuisinait bien. Donc pour la petite anecdote, je suis d'abord cuisinier. Et puis après, je suis sommelier. Le monde du vin m'a attrapé en vol pendant que je faisais mon BTS d'hôtellerie à Pauligny dans le Jura. J'ai été sommelier pendant à peu près une quinzaine d'années dans des grands établissements à Paris, donc le Georges V où j'ai commencé ma carrière. Ensuite, j'ai travaillé chez Taïwan pendant 8 ans, où je suis devenu chef sommelier à 25 ans là-bas et j'étais meilleur jeune sommelier de France en 2005. Après, j'ai passé d'autres compétitions de sommellerie, je suis devenu meilleur sommelier de France en 2008. J'ai bifurqué après de chez Taïwan jusqu'au Bristol, puisque j'avais un de mes amis, Marco Pelletier, qui y travaillait et qui m'a dit tiens, fais un petit tour au Bristol parce que ça faisait quand même 8 ans que je travaillais chez Taïwan, donc ça faisait quelques années, il était temps pour moi de voir autre chose. Donc je suis passé par le Bristol avec Eric Fréchon, c'était merveilleux. Ensuite, j'ai été chassé par les équipes du Royal Monceau qui faisaient la réouverture du Royal Monceau, un palace assez mythique qui avait été complètement redécoré par Stark. Donc une opportunité merveilleuse de créer from scratch une offre de vin pour différents restaurants, le bar, etc. Et puis s'immiscer dans un univers nouveau du monde des palaces. Donc j'y ai passé 6 ans. Entre-temps, je suis devenu meilleur ouvrier de France en sommellerie. Et puis, pour la petite anecdote, donc je suis devenu entrepreneur en même temps, puisque Chef d'œuvre est parti d'une commande groupée pour quelques amis. Voilà. Donc Chef d'œuvre, c'est mon entreprise aujourd'hui. C'est une quinzaine de personnes qui travaillent. Tout est parti d'une commande pour des amis au départ, puisque j'ai un de mes associés, des personnes pour être précis, c'est un de mes associés de Chef d'œuvre, qui était en fait à l'époque mon coach pour les concours de sommellerie, qui m'a invité à faire quelques propositions à son cabinet de conseil. Il avait 40 personnes, en disant est-ce qu'on pourrait pas acheter avec toi les vins que tu achètes pour toi. Voilà. Donc le pitch était déjà un petit peu là, chose que j'ai faite. On a décrit en fait 2 domaines que j'adore. À l'époque, c'était les 2008 de Loire, qui est un grand millésime de Chenin qui truffe aujourd'hui. En leur disant voilà, c'est un peu comme les 2002 et les 96 dans la Loire, ça va être merveilleux. Donc j'ai écrit pourquoi j'aime et pourquoi j'achète pour moi. Et cette commande groupée est partie chez les copains. Et en revenant, il y avait 950 bouteilles sur la commande. Et donc, c'était une énorme commande pour 40 personnes qui m'était impossible de livrer. Et quand la commande a été en fait livrée, les gens sont venus chercher leurs bouteilles. On a fait une grande soirée. Et j'ai découvert ce jour-là que je voulais pas simplement faire du service, mais je voulais dépasser la notion de service pour celle du partage. C'est comme ça qu'on a créé Chef d'œuvre. Donc à la fin de cette soirée, les gens m'ont dit si j'avais goûté ces vins avant, et si je vous avais entendu vous m'en parler comme vous venez de le faire là, alors je m'en serais acheté plus. Pourquoi vous créez pas un club qui nous permettrait de faire ça? Voilà. Donc aujourd'hui, Chef d'œuvre, c'est une petite aventure entrepreneuriale assez successful. On a eu 8500 membres qui achètent de près de 200 000 bouteilles par an. On fait beaucoup d'événements, beaucoup d'expériences, beaucoup de soirées, beaucoup de choses qui stimulent la passion autour du vin. Le tout relie bien sûr avec Internet, le digital, la capacité qu'on peut avoir évidemment à aller très vite avec l'information et surtout à amener l'information à la maison. Donc c'est un peu hybride entre quelque chose de très expérientiel. Les gens viennent pour le vin, pas que pour la nourriture au départ, ce qui est le cas dans un restaurant. C'est plutôt égoïste comme projet, mais globalement les gens viennent chercher des expériences, du réseau, des moments de vie, des rencontres avec des artisans du goût, des grands vignerons parfois. Et voilà, donc Chef d'œuvre, c'est plusieurs activités maintenant différentes qui se croisent et s'entrecroisent. On stimule la passion d'un cercle de particuliers au travers de ventes flash, de coffrets de dégustation que les gens reçoivent à la maison, de sorties dans le vignoble, de cours d'œnologie, de masterclass en ligne. Voilà, plein de choses qui stimulent. On constitue des caves qu'on peut transmettre à ses enfants. Ça, c'est la promesse de Chef d'œuvre héritage, où on crée un compte à son enfant, on lui offre des bouteilles lui laissant des messages dans un livre de cave, et à sa majorité, l'enfant récupère sa cave avec toutes les traces des personnes qui ont offert les bouteilles. Et on donne évidemment un accompagnement œnologique à cet enfant. Donc ça, c'est pour transmettre le goût des grands vins à maturité.
Voilà. Sinon, on accompagne également quelques grands groupes du monde du luxe dans l'art de vivre autour du vin. Et puis, on signe la carte des vents vers des 76 hôtels-restaurants du groupe Barrière. Et puis, on fait également une activité plutôt B2B. Là, nos clients sont tous parfois entrepreneurs, médecins et autres, ou patrons de grandes entreprises. Et ils font appel à nous pour stimuler en fait un peu leur réseau autour du vin avec des parcours de dégustation. Voilà. Donc, depuis 2016, c'est un full-time pour moi. Et Chef d'œuvre, fête ses 10 ans cette année, le 19 juillet pour être précis. Bravo, j'espère qu'il y aura une grande soirée pour ces 10 ans. Il y aura une grande soirée, c'est certain. J'en doute pas. Tu sais que j'ai un deuxième podcast sur la productivité qui est un sujet qui me passionne et je pense que je devrais aussi t'interviewer du coup parce que vous avez l'air de faire plein de choses ici et il a l'air de se passer pas mal de trucs. On va revenir quand même un petit peu en arrière avant de parler de chef d'œuvre. Comment est-ce que toi t'as découvert cette passion pour le vin et et de la sommellerie en particulier? Donc tu disais t'es bourguignon, alors je suis bourguignon. Forcément tu baignes un peu dans les vignes. Ouais. Mais à quel moment tu t'es dit j'ai envie que ma vie soit ça? Alors mes parents étaient assez curieux dans l'approche qu'ils avaient de la gastronomie. C'est vrai que ma mère est artiste et mon père était médecin. Même s'ils se sont séparés après, ils ont toujours gardé le goût des belles choses et de l'art de vivre autour de la nourriture. Et j'ai des souvenirs d'enfance où ma mère cuisinait presque 2 jours avec mon père dans la cuisine, avec les livres de Paul Bocuse, de Bernard Loiseau, etc. Et je les voyais complètement surexcités à l'idée d'organiser un événement, une soirée. Ma mère était artiste, elle brodait aussi des tabliers ou des torchons de la soirée avec les grands vins qu'ils allaient boire. Ils avaient créé un club avec des copains où chacun mettait de l'argent dans un petit cochon, quoi, dans une tirelire, et à la fin ils se payaient des belles bouteilles. Alors la bouteille d'époque était beaucoup plus abordable que maintenant, hein, mais j'ai vu des bouteilles défiler à la maison de légende, quoi. Et quand je les revois aujourd'hui, ces tabliers là et les noms qui étaient inscrits sur ça me rappelle de bons souvenirs. Alors donc j'ai baigné un peu là-dedans et j'étais assez émerveillé de voir que ça, voilà. Et puis à la maison il y avait plein de magazines comme Saveur à l'époque, c'était un magazine assez haut de gamme avec des très belles photos, ça me donnait vraiment envie. Puis j'étais en première scientifique, je m'ennuyais profondément à l'école parce que moi je voulais faire médecin comme mon père, mais j'ai vite compris que de toute façon ça c'était pas pour moi. Et donc j'ai compris en fait en première que j'ai dit à mon père, écoute papa, moi j'aimerais bien faire de la cuisine. Voilà. Il m'a dit écoute mon chéri, c'est un beau métier, mais c'est un métier qui si tu veux vraiment savoir si ça te pique, faut vraiment le vivre, quoi. Donc j'ai fait un stage de 3 mois pendant l'été dans un 2 étoiles Michelin à la Napoule, à l'Oasis pour être précis. C'est un 2 étoiles Michelin qui appartenait aux frères Rimbaud à l'époque. Et j'ai passé 3 mois de 7h du matin à minuit dans une cuisine à faire avec une demi-heure de coupure. Voilà. Donc là j'ai vraiment découvert la restauration et ses avantages et ses inconvénients. Mais j'ai compris que c'était aussi un métier de passion. J'ai rencontré des gens incroyables. J'ai appris plein de choses. Au départ, je faisais des pluches, puis à la fin, je dressais les assiettes. Donc c'était aussi un ascenseur social intéressant. Et j'ai vite compris que la restauration allait me happer comme ça. Et le vin, en fait, quand j'ai fait mon BTS d'hôtellerie, alors mon père m'a dit, il serait bien que tu fasses quand même une formation autour de l'hôtellerie, parce que c'est clair que c'est un métier qu'on peut apprendre sur le tas, mais on peut aussi très vite bifurquer. Donc j'ai fait première S, terminale L pour apprendre l'allemand, parce que pour faire les écoles hôtelières, on le sait pas, mais il faut parler 2 langues minimum, donc anglais, allemand. Et il m'a dit, et après moi j'ai passé des entretiens pour passer un BTS d'hôtellerie. Donc là, j'étais plutôt orienté vers l'art de la table, l'art culinaire, parce que c'était vraiment la branche que je voulais. Donc j'ai fait un BTS en 3 ans avec une mention, une mise à niveau. Ce qu'on appelle une mise à niveau, c'est une année où on apprend en fait toutes les bases de ce qu'on peut apprendre en bac professionnel. Et là, j'ai découvert l'univers du vin grâce à un professeur de restaurant qui s'appelait Denis Delmas, qui était merveilleux, qui nous a expliquer Sauterne, l'humidité le matin, le soleil l'après-midi, la concentration de ce petit champignon dans les baies, etc. Là, j'ai vrillé total. Et je sors du cours. Je me rappelle, il y avait un viticulteur qui s'appelait Bernard Bados dans la rue à Poligny, dans le Jura, là où j'ai fait mes études. Je suis allé le voir. J'ai dit, écoutez, monsieur, je sors d'un cours d'œnologie avec un professeur de restaurant. Je pense que ça va me piquer et j'aimerais que vous me racontiez un petit peu votre domaine, le Jura, la spécialité, et voilà. Et là, j'ai compris très vite que le vin était quelque chose qui allait aller beaucoup plus loin, en fait, encore que la cuisine dans mon intérêt, en tout cas. Et j'ai commencé à dévorer des livres, à trouver quelque chose qui me passionne vraiment. Et donc là, je suis devenu très bon à l'école parce que en fait, c'est un peu comme ça. Je pense que beaucoup de jeunes, quand ils trouvent leur voie, se distinguent. Et voilà. Et donc mon professeur de restaurant à l'époque m'a dit,
Manuel, si je peux me permettre, je pense que vous avez une âme de sommelier. Vous devriez regarder le parcours d'un de mes anciens élèves qui s'appelait Aurélien Blanc, qui a été meilleur jeune sommelier de France et puis qui après a eu des postes à responsabilité, qui est toujours aujourd'hui en Suisse, une des personnes incontournables du monde du vin. Et il a fait son école à Dijon. Voilà. Et donc je vous invite à regarder la mention complémentaire sommellerie. Et donc j'ai dit oui, pourquoi pas. Au départ, j'étais pas tout à fait sûr que je voulais vraiment faire ça, mais je me suis dit bon, une mention complémentaire, ça dure 1 an, c'est pas trop long et pas trop douloureux au niveau des prix pour les études pour mon papa, parce que moi j'autofinançais beaucoup mes études, mais je voulais pas non plus juste intégrer une grande école très chère, très connue pour voilà, je pense que c'est un métier qui s'apprend vraiment au contact et par passion au contact des grands. Et donc j'ai fait ma mention complémentaire sommellerie à Dijon, et là j'ai mis le doigt dans l'engrenage et là j'en suis plus jamais sorti. Donc voilà comment ça s'est passé. Tout est parti de Bourgogne, ça s'est déployé un petit peu au travers de la gastronomie. Je suis revenu en Bourgogne pour mon premier stage de vinification à Gevrey-Chambertin, apprendre à faire du vin. Et puis ensuite j'ai avalé tous les livres possibles et imaginables et je suis arrivé voilà. Et puis pour la petite anecdote, si ça peut aussi enfoncer je pense qu'on a tous besoin dans le monde dans lequel on travaille de modèles et d'inspiration. Et quand j'étais à Pauline dans le Jura, dans ma petite chambre d'étudiant, j'ai vu un jour Des Racines et des ailes, où il y avait Éric Baumard, qui est le directeur du Georges V, qui passait le concours du meilleur sommelier du monde, et dans lequel, en fait, pendant 1h30, il expliquait comment il se préparait pour cette compétition, et surtout ses secrets pour gagner. Et en fait, je me rappellerai cette phrase toute ma vie. Il a dit, le journaliste lui pose la question avant qu'il rentre sur scène de la finale du concours mondial qui avait lieu à Vienne. Et il lui dit, mais qu'est-ce que vous allez faire aujourd'hui pour gagner? Et il a répondu, je vais donner envie aux gens d'être servis par moi. Voilà. Et quand j'ai entendu ça, je me suis dit, je veux travailler avec cette personne. Et je n'ai envoyé qu'un CV à Paris. Et c'est comme ça que je suis arrivé au Georges V. Très fort. Éric Baumard fait partie des personnes que j'ai envie d'interviewer dans ce podcast. Absolument interviewer Éric Baumard. Il a l'air incroyable. On me l'a recommandé d'ailleurs, mais en fait je l'avais contacté il y a longtemps. On me l'a recommandé entre temps et j'avoue que j'ai pas repris le contact, donc il faut que je le fasse. T'y croyais au moment où t'as envoyé ce CV? Alors j'avais léché un peu la lettre de motivation. Mon père l'avait relu, corrigé, etc. Mais j'avais vraiment mis tout mon cœur sur la table, et puis surtout j'avais mis une photo de moi avec un smoking et un nœud papillon, et la photo était en noir et blanc. Franchement, j'avais mis voilà. Donc je posais. C'est le seul CV que j'ai envoyé à Paris. Et quand j'ai été les entretiens d'embauche dans les palaces comme ça sont assez longs. Il y a 5 ou 6 personnes qu'on croise. Et la première question qu'ils m'ont dit, mais pourquoi nous? Et donc je leur ai dit clairement que c'était eux et rien d'autre. Et je pense que c'est rare dans le métier de la restauration de trouver quelqu'un. Enfin, d'ailleurs, on le voit aujourd'hui avec les problèmes de recrutement que de trouver quelqu'un qui c'est vraiment son métier, c'est sa fibre, c'est ça qu'il veut faire, mais qui dit c'est uniquement là que je veux travailler parce que je sais pourquoi je veux travailler là. Alors que souvent on tâtonne, on teste, on envoie plein de CV, bon, que ce soit là ou là, c'est pas grave. Moi, j'avais une vision. Je voulais travailler avec Zinedine Zidane. Je voulais travailler avec Éric Baumard. C'était mon idole. Le rêve d'enfant, voilà. Et j'aurais dit, écoutez, je ferai tout pour travailler ici. Et j'ai accepté toutes les conditions, y compris le salaire de départ et d'arriver dans une grande capitale comme Paris, avec des salaires qui étaient, avec des loyers qui étaient presque aussi élevés que mon salaire. Mais voilà, on a tous connu ça. Le classique, voilà. Mais ça va pas trop changer. Beaucoup de sacrifices, mais je regrette rien, pas une seconde. Qu'est-ce qui se passe donc ça c'est le recrutement pour entrer au Georges V. Ouais. Ton premier jour, qu'est-ce qui se passe? Déjà, je découvre un univers qui est celui du faste des palaces parisiens, et dans lequel quelqu'un qui vient de province et qui n'a pas forcément ces mêmes repères peut être au départ un peu choqué, mais après on est très vite émerveillé. On découvre ce qu'est un client nos limites, on se découvre ce qu'est un client hyper passionné avec une culture insondable du vin. On découvre aussi le niveau d'exigence d'un 3 étoiles Michelin, parce que clairement quand on y arrive, on se dit bon, ok, c'est l'essence mais le degré d'exigence d'un 3 étoiles Michelin, on a du mal à l'imaginer comme ça, mais c'est le moindre détail poussé à l'extrême. Il n'y a pas de place à l'à peu près, il n'y a pas un demi-millimètre d'écart entre l'écartement des couverts sur la mise en place, il n'y a pas une peluche possible imaginable sur un verre, il n'y a pas quoi que ce soit. Il n'y a pas une bouteille qui est dans la carte qui ne peut manquer, et il n'y a pas le moindre défaut acceptable de sous-cuisson, sur-cuisson, assaisonnement ou autre sur un plat. 3 étoiles, et surtout dans un palace qui
a fait cette montée fulgurante de 1, 2, 3 étoiles en 3 ans. Et voilà, donc on découvre ça et on découvre la pression qui va avec. Hein. Donc là, évidemment, faut avoir les reins, les nerfs solides. C'est des horaires qui sont très fatigantes, évidemment. Mais au Georges V, on va dire qu'on était au début aussi de l'amélioration un petit peu des conditions de travail avec des shifts en une seule fois. Donc on faisait plus la coupure forcément, comme ça a été le cas pendant 8 ans après chez Taïwan. Donc j'ai découvert aussi une forme de rotation. Alors j'ai découvert évidemment avec tout ça avec émerveillement, mais en me disant aussi que pour moi ça allait pas assez vite. Et l'apprentissage en faisant qu'un seul shift au Georges V ne me permettait pas de croiser un maximum de personnes, d'ouvrir un maximum de bouteilles, de tester un maximum de choses et encore moins de... Voilà, donc j'ai trouvé l'expérience absolument merveilleuse, mais il me fallait quelque chose d'un petit peu plus intense encore. C'est pour ça qu'après je suis parti du Georges V au bout d'1 an et demi pour aller au Taïwan. Parce que Taïwan c'était une maison un peu à l'ancienne, avec une cave de dingue. Et d'ailleurs, c'est les anciens maîtres d'hôtel du Georges V qui m'ont dit, qui venaient tous de chez Taïwan, qui m'ont dit, je pense que cette maison est pour toi. Voilà. C'était 350 000 bouteilles, 6 000 références de vin, une cave de feu et voilà. Donc c'était merveilleux cette expérience dans les 3 étoiles et surtout le Georges V. J'y suis retourné manger il y a encore quelques semaines et franchement rien n'a bougé. Écoute, il fait partie de mon planning. Il faut absolument que je le fasse. C'est une case à cocher, clairement. Et surtout avec Christian Lesquer en ce moment, qui en cuisine est frappe fort. Ça marche, bien noté. T'arrives au Taïwan, du coup, juste après. Oui. T'avais besoin d'une expérience plus intense. J'ai l'impression que t'avais besoin un peu qu'on te fasse un peu mal là-dedans. Ouais, alors c'est marrant parce que même si le métier est très dur, je pense que c'est un métier quand vous vous êtes mis en tête d'avoir une ascension professionnelle rapide. On se fixe naturellement soi-même des objectifs et en voulant les dépasser et les atteindre. Moi, clairement, je m'étais donné une target. J'ai dit un jour je serai meilleur sommelier de France, un jour je serai et peut-être qu'un jour je représenterai la France au concours de meilleur sommelier du monde. Ce que j'espère toujours un jour faire, mais la marche est très haute là. Donc, je me suis toujours fixé des objectifs professionnels et le premier était de prouver à Jean-Claude Vrina, qui était le patron de Taïwan, qui ne croyait pas que les sommeliers pouvaient être si important de ça. C'était une maison qui était très connue, il gérait très bien la cave, il y avait beaucoup de grands vins, et il n'avait pas mesuré l'impact que peut avoir un sommelier dans son restaurant d'un point de vue 1 financier, 2 relations, et 3 gestion de la cave, qui est très important, parce que quand vous avez 350 000 bouteilles et que vous en vendez 35 000, faut être assez agile, hein, évidemment, sur la rotation des vins, sinon on peut avoir très vite de la perte, et voilà. Donc Jean-Claude Vrina m'a dit, écoutez, moi je veux bien vous recruter, mais comme caviste. J'ai dit, écoutez, c'est pas vraiment ce que je me suis fixé comme objectif, mais moi je veux bien ranger la cave, et si vous me laissez monter sur le floor, je vous démontrerai par A plus B qu'un sommelier en plus, ça peut vous faire quelque chose de très significatif dans les revenus. Donc il y avait pas du tout de sommelier en scène. Non, à l'époque, il y avait un chef sommelier, mais qui était vraiment, c'était pas suffisant parce qu'il y avait 120 couverts midi et soir, donc c'était pas vraiment pas suffisant, et c'était beaucoup les maîtres d'hôtel et un peu Jean-Claude Vrina qui conseillait les clients, mais sans avoir vraiment la valeur ajoutée, à la fois dans la sélection et bien sûr dans le conseil. Donc on a craqué le truc, et je dis, au bout de 3 mois, il a été assez convaincu que il était important d'avoir une équipe de sommellerie qu'on a un petit peu élargie après. Donc on est monté à 2-3 sommeliers comme ça, et puis au fur et à mesure, la maison s'est entre guillemets orientée vers une autre manière de vendre le vin et d'organiser ses achats. Et puis surtout, on allait beaucoup dans le vignoble, hein, on faisait quasiment une sortie par semaine dans le vignoble, donc sur notre propre denier en plus. Donc on était une équipe entre guillemets investie, rentable. Et quand on partait des fois le matin et qu'on revenait pour le service le soir, on revenait avec plein de bouteilles, plein de domaines et autres. C'est comme ça qu'on a aussi permis à cette maison aussi de s'inscrire dans des achats totalement différents et nuancés par rapport à ce qui était existant, des grandes allocations en Bourgogne, des domaines de légende, etc. Mais dans lequel il n'y avait pas vraiment de renouveau. Et je pense que dans un grand restaurant 3 étoiles comme ça à l'époque, qui est comme ça depuis à peu près 40 ans, faut aussi amorcer la suite, quoi, hein, parce que le public de patrons du CAC 40 qui venait manger, ok pour les grands Bourgognes et les grands Bordeaux, mais si vous prenez la synthèse de ce qui aujourd'hui stimule la passion des gens et qui ont aujourd'hui 25, 30 ans ou 35 ans qui vont manger dans ces établissements pour le business ou par passion pour le vin, ils sont plus forcément au même degré d'exigence. Et donc je suis content d'avoir participé aussi à l'évolution de la cave de Taïwan. En ça, voilà. Ouais, je pense que c'est ultra important ce que tu dis, et en fait ça montre que ce type de restaurant et même d'établissement en général a aussi un rôle de
d'impulsion d'une certaine ou de découverte en tout cas. Tu vois ce que je veux dire? Enfin, si c'est pas découvert à Taïwan. Le plus dur pour ces domaines, pour ces restaurants-là, et je l'ai connu quand Taïwan a perdu sa 3e étoile en 2017 de mémoire, en 2007 pardon. C'est que évidemment, il y a la poussée des restaurants de palace qui ont des moyens considérables, puisque bon, globalement, un restaurant de 3 étoiles de palace, c'est le budget marketing de l'hôtel, clairement. Ça perd de l'argent, ça n'a pas de point de rentabilité. Et il faut que les gens sachent que les restaurants gastronomiques en général ne sont pas forcément très rentables. Chez Taïwan, je me rappelle, le bénéfice sur 100 € dépensés, c'était 2 €. Donc ça fait pas rêver beaucoup d'entrepreneurs. Ouais, oui. c'est clair. Mais c'est comme ça qu'aussi on a les meilleurs en salle, c'est comme ça qu'on a la plus belle vaisselle, c'est comme ça qu'on a une belle cave, c'est comme ça que. Donc je pense que le grand chef et tout. Enfin après, il faudra qu'on discute avec les propriétaires, tu vois, mais je pense que ça dépend de ce que tu as envie de faire de ton établissement aussi. Exactement. Mais Jean-Claude Vrina avait aussi été malin. Il avait déployé un empire autour du vin. Les caves Taïwan, c'est 600 000 bouteilles par an. C'est pas juste de la dinette. Donc il y avait un réseau de caves à vin qui était très déployé. Il y avait le 114 Faubourg à l'époque. Il y avait donc un restaurant autour du vin qui avait été créé uniquement autour du vin avec plein d'expériences. Maintenant, ça s'appelle le 110 de Taïwan, mais à l'époque, ça s'appelait le 114. Donc il avait créé quelque chose de très équilibré. C'était un groupe qui faisait quand même plus de 15 ou entre 15 et 20 millions de chiffres d'affaires. Donc ça commence à être solide quand même dans l'entrepreneuriat de la restauration. Et il était très respecté pour ça. Mais par contre, oui, on a vu arriver donc les grands restaurants de palace qui avaient des budgets considérables, puis aussi une créativité dans l'assiette avec des Yannick Aleno, avec des Éric Fréchon, avec des Christian Lesquer à l'époque, des gens comme ça, des Jean-François Piège et autres, qui avaient disrupté totalement les attentes de peut-être des inspecteurs du guide Michelin. Et il était important que cette clientèle, Jean-Claude Vrina était assez visionnaire sur la transmission de l'art de vivre autour du vin de leurs clients, de ses clients à leurs enfants, parce qu'il faisait, par exemple, ça c'était très marrant, je me rappelle, il faisait des déjeuners père et fils, où il invitait tous les gens qui venaient manger régulièrement à midi. C'est un peu ça, c'était vraiment la cantine des grands patrons d'entreprise Taïwan. En 5 minutes dans le déjeuner, on savait tout ce qui se passait dans la place parisienne du CAC 40 à Taïwan. C'était vraiment ça le midi. Et le soir, c'était une clientèle d'Américains très particulier, 80% d'Américains, avec qui Jean-Claude Vrina entretenait une relation spéciale. Mais donc, il faisait ses déjeuners père et fils. Et donc, il initiait les enfants, évidemment, à ces plaisirs que vivent, voilà. Et il invitait, évidemment, voilà. Donc, c'était très intéressant, mais ça n'a pas permis forcément au restaurant de prendre le virage plus contemporain de la cuisine d'un 3 étoiles Michelin contemporain. Aujourd'hui, il est clair que quand on va chez Pierre Gagnère et quand on est chez Taïwan à l'époque, c'était 2 univers totalement nuancés, différents. Et voilà, aujourd'hui, je pense que une maison comme ça a pas su pivoter pour aller jusqu'à 3 étoiles. Voilà. Alors, je pense que c'est faisable, c'est pas inaccessible, mais aussi Taïwan, c'est des racines, c'est des codes. C'est un peu comme Paul Bocuse, etc. On peut pas tout balayer du revers de la main en disant balle neuve. L'histoire pèse quand même dans le poids et c'est surtout qu'il y a une clientèle qui vient chercher aussi ce genre de choses-là. Les Américains d'ailleurs jusqu'à la crise de 2008 et puis avaient une relation très forte avec Taïwan. Je me rappelle, Taïwan envoyait 7000 lettres de vœux écrites à la main. Jean-Claude Vrina envoyait 7000 lettres écrites de vœux écrites à la main à ses clients pour le jour de l'an. Il devait commencer au 1er janvier. Et il mettait 2 mois à les écrire, mais globalement et chaque Américain répondait. Et donc quand les gens qui reçoivent des lettres chaque année manuscrites du patron d'un 3 étoiles reviennent à Paris, ils viennent manger chez Taïwan. Et donc ça, c'était complètement unique. J'ai appris beaucoup de choses avec Jean-Claude Vrina. Je me rappelle d'ailleurs de ça, un petit détail qui va certainement amuser les personnes qui vont nous écouter, mais quand Jean-Claude Vrina partait au Japon pour une semaine, chez Taïwan Robuchon, parce qu'il avait un restaurant à Tokyo avec Joël Robuchon à l'époque, Taïwan, voilà, une copie un petit peu conforme. Ça fascinait beaucoup les Japonais, l'histoire de Taïwan, la Bourgogne, etc. Mais quand un client venait au restaurant, il envoyait un fax avec une lettre manuscrite qu'on mettait dans une petite enveloppe qu'on donnait au client. Et il s'excusait par un mot personnalisé de ne pas être présent pour les accueillir ce midi, mais qu'il était dans les bonnes mains de Jean-Marie, le maître d'hôtel, de Manuel en sommellerie, etc. Et qu'il leur souhaitait un très bon déjeuner. C'est pour vous dire à quel point le sens du détail était poussé très loin. Donc il avait toutes les réservations des personnes qui venaient. Et comme il lisait beaucoup aussi les journaux,
il se permettait aussi de féliciter telle ou telle personne pour l'acquisition de sa nouvelle entreprise, pour le baccalauréat ou pour l'examen de sa fille, etc. Donc c'était vraiment un sens de l'accueil très fort. Et c'est pour ça que Taïwan a été très reconnu dans le monde du service et des arts de la table, mais surtout dans le sens de l'accueil. Ça, c'était une vraie expérience. Je pense que c'est quelque chose qui a l'air de t'habiter toi aussi personnellement. Tu vois, quand tu dis je voulais absolument entrer au Georges V, du coup j'ai fait une lettre ultra précise avec une photo en smoking à l'intérieur. Tu sais, t'as fait l'extra mile. Pareil pour Taïwan, t'as fait l'extra mile de dire bah non, je vais vous montrer que ça va le faire. Je suis prêt à gagner moins d'argent pour commencer, mais je vais vous montrer. Et tu vois, tu rencontres ce patron qui fait pareil. Et je suppose qu'aujourd'hui tu fais pareil d'ailleurs. Tu personnalises, c'est exactement as des attentions pour les gens avec lesquels tu travailles ou qui sont tes clients, tes partenaires. Oui, parce que même si aujourd'hui on est entrepreneur, on est digital et le digital permet de faire beaucoup de choses, il y a beaucoup de choses qui sont extrêmement personnalisées un petit peu chez Chef-d'œuvre. On écrit beaucoup surtout. J'aime bien écrire en fait. J'écris 2800. J'achète par an, donc c'est 2800. Tous les commentaires que vous trouverez sur le site de Chef-d'œuvre, c'est 40 lignes pour chaque vin. Ce qui est quand même assez long, mais ça veut dire 2 ou 3 heures de rédaction quotidienne sur du vécu. Et donc j'aime prendre des messages et les retranscrire. Et je pense que oui, dans ces expériences, de là pour être recruté au Georges V et pour même parler de Taïwan, j'aime bien raconter ce que j'ai vécu moi, clairement, dans ma lettre de motivation du Georges V, j'avais raconté ma soirée à regarder Déraciner des ailes, quoi. Ça, c'était donc et dire l'émotion que ça crée, quoi, pour moi. Donc, je pense que la force aujourd'hui de notre modèle, en tout cas chez Chef-d'œuvre, c'est d'être évidemment extrêmement contemporain dans la propre manière de stimuler un public, mais très engagé et très incarné. Quand je dis incarné, c'est que oui, c'est moi qui écris, mais je mets pas la note de Michel Béthane ou de la Revenu des vins de France pour un vin aussi bonne soit-elle, hein, mais on porte vraiment les messages et on incarne. Quand on fait des masterclass ici, j'anime les soirées. Quand on fait des soirées membres depuis 10 ans, je suis là tout le temps, quoi. C'est très incarné, donc on peut incarner quelque chose et être très contemporain dans la manière de stimuler un public, ce qui rend, je pense, l'équation est assez forte et surtout la fidélité. Je pense que les gens font partie d'une communauté, d'une tribu qui se retrouve derrière. Voilà, c'est pas juste un site internet ou avec du SEO où on fait remonter des produits par rapport à ce que les gens recherchent dans Google. Clairement pas. Les gens qui viennent chez Chef-d'œuvre, ils viennent chercher quelque chose d'autre, une expérience, un vécu, une forme aussi de culture générale, une forme de regard 360 sur la viticulture mondiale et sur les domaines qui nous font vibrer. Mais voilà, c'est un peu ça qu'on vient chercher, je pense. Ouais, c'est clair. Et puis bon, les gens préfèrent en général acheter à des gens que à des entreprises ou à des sites internet. Tu vois, le fait d'incarner, en fait, exactement. C'est ultra important. Donc, après Taïwan ou pendant, tu commences à préparer meilleur sommelier de France. Alors mieux que ça, en fait, dès que je suis sorti du Georges V, je m'étais donné l'objectif de passer des concours de sommellerie, sans vraiment savoir si j'en avais les capacités, mais je me suis dit qui ne tente rien n'a rien. D'ailleurs, c'est le seul mug que j'ai chez Chef-d'œuvre, il est marqué qui ne tente rien n'a rien. J'en ai un comme ça, mais je crois que c'est la devise des forces spéciales ou un truc comme ça. Et c'est qui ose gagne. Et oui, bien sûr. Mais enfin, en gros, c'est le même esprit, tu vois. Exactement. Et le nombre d'opportunités qui se dévoilent à toi quand tu essayes un truc, quand tu contactes quelqu'un, quand tu je sais pas, lances une offre ou autre, quand tu essayes de faire quelque chose, en fait, c'est dément. Et en fait, faut essayer. Le seuil de nombre de personnes qui n'essayent pas, il est gigantesque. Et tu vois, sur le podcast, je crois qu'il y a une stat qui dit que 80% des podcasts ne publient pas plus de un épisode. D'accord. Et sur les 20% restants, 80% n'en publient pas plus de 10. Donc en fait, dès lors que t'as fait genre 11 épisodes, en fait, t'es dans le top 5% des podcasts qui peuvent exister. Tu vois. D'accord. Et je trouve que c'est assez incroyable, tu vois, sur il faut oser, les gens qui osent, ils font les choses. Mais bon, bref, pardon, je te laisse reprendre bien sur. Bien sûr. Alors j'ai passé le concours du meilleur jeune sommelier de France, meilleur jeune sommelier d'Île-de-France à l'époque, même, je me rappelle. C'était assez marrant. Donc on se frotte à cette culture générale assez profonde. On n'imagine pas d'ailleurs les questionnaires et les choses. Est-ce que tu peux nous dire justement comment est-ce que c'est composé? Alors les compétitions, elles sont toutes un peu différentes. Mais les concours de meilleur jeune sommelier de France, meilleur sommelier de France, etc.
C'est d'abord des questionnaires assez profonds sur la culture du vignoble français qui exigent passer quand même quelques centaines d'heures à bachoter, puisqu'on sort pas les 175 AVA des Napa Valley comme ça, ou les Wards du Swartland en Afrique du Sud, ou les cépages géorgiens sans réviser. Hein. Ça s'apprend. Alors là, c'était pas encore au niveau international la culture, mais dans le meilleur jeune sommet de France, il y a une grosse culture à avoir sur le vignoble français, avec une partie législation, culture des appellations, culture des domaines, culture des vins de légende, culture des grands millésimes, culture de style, des vinifications, tous les process, etc. Donc c'est de la culture qui à l'écrit trie d'abord les des candidats. Ensuite, il y a beaucoup d'analyses sensorielles, donc de dégustation à l'aveugle, soit à l'écrit, soit à l'oral. Ensuite, il y a des eaux de vie, il y a les thés, les cafés, les cigares. On en est même aujourd'hui à l'huile d'olive et au chocolat. Hein. Donc on a le sky is the limit. Il faut de la culture générale de la gastronomie, de la culture approfondie des accords mets et vins. Il y a des mises en situation, on doit prendre la commande à une table de 10 qui demande quelque chose de particulier, voilà, et qui amène une bouteille qu'il faut placer dans le menu, et puis ensuite proposer un plat avec. Enfin bref, il y a plein de choses. J'invite les personnes qui veulent découvrir. Aujourd'hui, il y a beaucoup de vidéos sur YouTube qui des meilleurs sommets de France, meilleurs sommets du monde, etc., où on voit les épreuves. Donc là, faut quand même aller faire un tour pour comprendre le niveau, assez exigeant. Ça. Donc j'ai été meilleur jeune sommelier de France à 25 ans, c'était le 25e candidat et c'était le 25e concours de meilleur jeune sommelier de France. Je me rappelle, le chiffre 25 m'a porté de chance jusqu'au bout. C'était à Bordeaux, c'était un 25 juin. C'était quand même complètement hallucinant comme chiffre. Et voilà, et j'ai passé la finale donc du concours du meilleur jeune sommelier de France à Bordeaux en 2005 que j'ai gagné. Et à l'époque, je me rappelle qu'on avait eu un Cheval Blanc 90 dans le verre. J'avais dit que c'était une immense bouteille. Moi, j'avais dit que c'était un Aubryon 90, mais je m'étais trompé, pardon. Mais ça va, je pense qu'on peut te pardonner. À 25 ans, voilà. Et deux autres candidats ont dit que c'était un vin qui n'avait pas de fort pédigré, donc je pense que c'est pour ça que j'ai gagné. Mais voilà, j'ai ce souvenir-là. Voilà. Après, j'ai continué les concours. En 2006, j'ai passé la finale du concours de meilleur sommelier de France où je suis arrivé second. Donc, j'ai trébuché, mais j'étais pas prêt. Clairement. J'ai passé la finale du concours du meilleur ouvrier de France à 27 ans. Donc là, j'étais un jeune candidat. Le MOF, c'est un autre niveau, c'est une autre culture, c'est un autre savoir, c'est une autre attitude aussi. Donc 27 ans, clairement, j'étais pas prêt, mais j'étais allé quand même en finale. C'est là que j'ai rencontré mon associé qui m'a coaché pour les concours de sommellerie. Ça a été pour moi une rencontre incroyable. Il s'appelle Jean-Philippe Couturier. Globalement, c'est un client de Taïwan. Il mangeait table 12 avec son épouse un soir et c'était le lendemain du concours de meilleur sommelier de France. Et puis il discutait avec le maître d'hôtel et le maître d'hôtel il dit il est sympa votre sommelier. Le maître d'hôtel lui dit oui, Manuel, il vient de terminer le meilleur sommelier de France de deuxième. On est content de l'avoir, etc. Bref. Et quand je remonte avec ma bouteille pour le client, il me dit mais pourquoi vous n'avez pas gagné votre concours? Et je dis écoutez, brutal. Le soir même. Je lui dis écoutez, je sais pas. Peut-être que j'étais pas assez préparé, je me suis préparé tout seul, j'ai étudié tout seul, voilà. Et il m'a donné sa carte, et le lendemain, il m'a demandé s'il voulait qu'on prenne un café ensemble. Et puis moi, il m'a dit, si vous voulez, je vous coach pour le concours prochain, qui avait lieu 2 ans plus tard. Donc là, je me renseigne, et je me rends compte, c'est quelqu'un qui coach des grands patrons d'entreprise. Je lui dis, écoutez, je suis navré, mais moi, je travaille dans la restauration, je peux pas m'offrir vos services, hein, clairement. Il m'a dit, moi, je vous demande rien. Il me dit, si tout ce que vous m'apporterez sur le vin en culture me suffira largement par rapport au temps que je vous consacrerai, donc pas de problème. Et donc on a fait j'ai dit écoutez chiche. Et donc il m'a dit venez. Il avait un bureau, je me rappelle, place Madeleine. Et il m'a dit voilà une pièce 20 mètres carrés avec un photocopieur professionnel. Si vous êtes chez vous, vous avez la clé. On fixe des règles du jeu. Et il m'a dit qu'est-ce qu'il faut pour gagner? Je dis faut être assidu. Voilà. Il m'a dit s'il faut être assidu, c'est simple, faut venir tous les jours. Sinon c'est pas la peine de revenir. Ensuite, il m'a payé des cours de théâtre, il m'a payé des cours d'improvisation humoristique. Il m'a fait rentrer sur des planches avec un public, avec un verre d'eau. Il fallait que je fasse la dégustation de ce vin qui était juste de l'eau face à 70 personnes qui étaient professionnels du comportement. J'ai fait des choses complètement ahurissantes et j'ai travaillé donc beaucoup plus sur la forme que le fond, parce que le fond, il m'a dit pour le fond, je peux rien faire pour vous. C'est vous qui devez apprendre les classements, les châteaux, les domaines, les millésimes, etc. Il dit par contre sur la forme, je pense qu'il y a beaucoup à gagner. Voilà. Et donc j'ai passé les concours de meilleur sommelier de France en 2008 après, en étant préparé, mais vraiment à un autre niveau clairement un autre niveau là. Avec voilà. Et donc j'avais tellement fait les épreuves avec le prof, avec les gens qui m'avaient coaché, etc. que
globalement, c'était une formalité. Et puis à la dégustation à l'aveugle, je me suis toujours bien débrouillé, donc j'ai retrouvé pas mal de vins et donc ça m'a permis de gagner le concours sommelier de France, de meilleur sommelier de France en 2008. Voilà. Incroyable. Et c'est là que tu vois l'importance aussi d'avoir un coach ou une personne à l'extérieur qui t'aide. Et surtout d'avoir quelqu'un qui moi je crois que le plus important, je me rappellerai toute ma vie de ça, la première chose qu'on a faite, la 15 premières minutes où on s'est mis à travailler avec Jean-Philippe, il m'a fait lire un livre qui s'appelait Qui a piqué mon fromage. C'est un livre qui est un des best-sellers sur la confiance en soi. C'est 2 souris qui sont dans un labyrinthe. Et il y en a une qui est à côté du magot de fromage. Et elle se régale et elle se dit on est vraiment trouvé le magot de fromage, c'est incroyable. Et puis il y a l'autre qui dit oui mais là le magot de fromage petit à petit tous les jours il bouge, il descend. C'est inquiétant parce qu'il faudra peut-être qu'on aille faire un tour dans le labyrinthe pour voir s'il n'y en a pas un autre parce que le jour où on aura fini celui-là on va mourir de faim. Et donc il y a une des souris qui dit ah bah non moi je bouge pas d'ici, on a ça, si on se perd dans le labyrinthe, voilà. Et l'autre qui a dit oui mais si on reste toutes les deux ici, à la fin, il n'y aura plus de fromage et s'il n'y a rien d'autre, on va se perdre. Et donc, globalement, à la fin, il y a une des souris qui survit, c'est celle qui décide de partir. Et moi, ce livre, c'est 70 pages. J'invite tous les gens qui ont besoin de confiance en soi à lire ce petit livre. Et globalement, il faut sauter dans la piscine, quoi. On apprend à nager en tombant dans la piscine. Et se jeter des défis, aller beaucoup plus loin, pourquoi pas oser et se donner surtout, et puis vraiment y croire et ne rien lâcher, quoi. Et donc ça c'est des valeurs qui pour moi étaient très fortes. Et donc j'ai découvert vraiment autre chose dans ces concours que le fait de gagner l'adrénaline de la victoire. Ou juste le fait de mettre sur ma carte de visite que j'ai été meilleur sommelier de France. J'ai découvert le goût de l'entrepreneuriat, le goût de tenter des choses, de se hisser à un niveau de culture et de connaissance que peu de personnes peuvent avoir. Sinon ceux qui se sont également frottés à ces longues révisions. Et donc ça a été vraiment formateur pour ma carrière et ma vie, quoi. Clairement. Et ça a été une des plus belles rencontres, hein. Je pense que d'ailleurs il est associé de chez Dev aujourd'hui et on se voit très régulièrement. Et c'est quelqu'un qui a ces valeurs-là de transmission du savoir, d'entraide de l'autre, de confiance en soi, d'aider les autres. Qu'on essaye aujourd'hui dans le MOF, c'est exactement ça. C'est d'autres valeurs. Le MOF, c'est la transmission du savoir, puis surtout donner l'excellence au quotidien, essayer d'être à l'excellence, dans l'excellence vraiment au quotidien, puisque c'est important aussi de rester. Atteindre un certain niveau, c'est une chose, mais le plus important, c'est d'y rester ou d'être meilleur encore. Donc c'est vraiment ça le côté merveilleux des concours de sommellerie, c'est que c'est rentrer dans un silo d'amélioration de soi. Voilà, donc j'invite tous les jeunes sommeliers qui vont écouter peut-être ce podcast à se pencher évidemment sur cet ascenseur social et personnel très fort qui est le goût de la compétition et dans la sommellerie particulièrement, mais partout ailleurs dans le monde de la restauration ou ailleurs. C'est vrai partout, je crois. Et on en parlait un peu plus tôt, mais tenter ça coûte pas grand-chose. Clairement. Et en fait, alors faut pas y aller non plus les mains dans les poches, quoi. C'est un peu décrédibilisant d'y aller sans connaître mais il faut se donner les moyens. Puis surtout, faut pas compter ses heures et sa passion, parce que j'ai toujours considéré que le temps passé étudier très tôt le matin, à la coupure l'après-midi, etc., c'était j'aurais préféré aller à la salle de sport ou être avec mes amis ou avec ma famille. T'as fait des sacrifices justement dans cette époque? Oui, parce que la restauration est un métier prenant. Déjà 70 heures par semaine, c'était le rythme de Taïwan. Donc quand on commençait le lundi, on savait quand on commençait, mais rarement quand on finissait. Et généralement le vendredi soir, quand on avait fini, il se passait pas grand chose le samedi parce que on était tellement décalqué par le rythme de ce restaurant 3 étoiles qui faisait quand même beaucoup de couverts que voilà. Mais oui, j'ai sacrifié une partie. Alors j'ai une femme extraordinaire. J'ai rencontré ma femme à 18 ans et ça fait donc plus de 25 ans qu'on est ensemble maintenant. Donc, elle habitait aussi à Paris au moment où tu faisais tout ça? Non, elle est venue après. Elle m'a rejoint après parce qu'elle a fait ses études. Elle a fait une prépa à Paris et donc on s'est pas vu globalement. Elle en prépa, toi en sommellerie, ça devrait. Entre 22 et 27 ans, on s'est pas trop vu. On s'est croisés de temps en temps, voilà. Mais voilà. Et donc, mais c'était une championne de natation
qui était d'ailleurs, ça c'est des valeurs fortes, le sport, j'aime beaucoup. Et ma femme était championne de natation, mais avec un mental d'acier complètement dingue. Et pour la petite anecdote, elle nageait aussi vite quand elle était junior que Laure Manodou, qui est devenue une icône internationale de la natation. Okay. Et c'est un sport qui est très dur, la natation. C'est un sport sur lequel il faut nager presque des fois 4 ou 5 heures par jour avec des séances, en 2 fois avec des séances de musculation, etc. Donc pour nager 10 centièmes de minute plus vite que dans le record, c'est des mois et des mois de préparation. Donc c'est vraiment un sport archi ingrat. Et ma femme, on s'est rencontrés sur les bords des bassins et c'est elle qui m'a aussi poussé à fond dans le travail. Elle m'a dit compte pas tes heures, travaille dur, tu peux le faire, tu vas gagner. Et, elle a dit on y va que pour gagner. Voilà. Donc entre Jean-Philippe qui m'aidait et ma femme qui me poussait en disant c'est une formalité pour toi, tu vas y arriver. Voilà. Et j'aimerais d'ailleurs souligner une chose sur la confiance en soi. Une fois qu'on a acquis en fait ce bagage et ce travail, qu'on sait qu'on a vraiment travaillé, une fois qu'on arrive sur scène ou au moment de l'épreuve, en fait, on n'a rien à regretter. Et que c'est là qu'on se dit, en fait, j'ai tout donné. Donc voilà, faut rien regretter. Mais pour la petite anecdote, Jean-Philippe, le jour où c'était la finale du concours de Meilleur Sommet de France à Perpignan, m'a dit par un texto, je suis dans le public, à toi de jouer, c'est ton jour. Et en fait, il était pas là. Il était à l'hôpital. Parce que sa femme venait d'avoir un petit problème, etc. Et donc, il m'a envoyé ce message pour me dire, je suis là. Alors moi, pour moi, s'il était là, tout le monde, et ma femme et ma famille et tout. Donc voilà. Mais il m'a dit, je suis là. Et ça m'a franchement sur le moment, la confiance que j'avais, je me suis dit, ça y est, tout est aligné, quoi. Je suis prêt. C'est un grand jour. Et tous ceux que j'aime, ceux à qui j'ai envie de montrer que j'ai beaucoup travaillé, que c'est mon jour, ils sont là. Et donc ça, c'était un moment assez fort. Incroyable. Ça montre aussi à quel point l'entourage est crucial. Clairement. À tous les moments, quoi. Si t'as pas le bon entourage. Le bon entourage. Donc c'est un métier, c'est des métiers qui sont très prenants, qui exigent d'avoir un cocon familial très solide. Aujourd'hui, je suis content avec Chef d'œuvre de pouvoir repasser un peu plus de temps avec ma famille, etc. Ça a dû être simple aussi au début. Mais au départ, Chef d'œuvre, moi je travaillais dans la restauration jusqu'à 2016, donc la restauration c'était la journée et puis Chef d'œuvre la nuit, quoi. Si je fais court. Mais en même temps, aujourd'hui, on est content d'avoir créé. Je pense que Jean-Claude Verina m'avait dit 2 choses très fortes qui m'ont beaucoup marqué. Il m'a dit le premier luxe, c'est de savoir choisir ses clients, de pouvoir choisir ses clients. Il dit donc savoir créer entre guillemets un univers dans lequel on a envie de naviguer. On crée pas quelque chose et puis les clients, et voilà, on est vraiment dans. Moi, je suis fier de dire que tous les gens qui franchissent le seuil de ce lieu viennent pour le vin, ils viennent pour nous, pour l'expérience proposée, pour tout ce que l'équipe propose, et pas pour rien d'autre. Donc ça, c'est déjà un premier luxe. Et puis le deuxième, c'est aussi de pouvoir gérer son emploi du temps comme on le souhaite. Et je suis content aujourd'hui de dire, la semaine prochaine, je travaille pas. Je serai avec mes enfants, en vacances, loin de tout, avec une équipe solide qui travaille avec moi et de pouvoir choisir. Ça, c'est un luxe ultime. Et d'être travaillé pour soi, surtout. Ça, je pense que c'est aussi, tous les entrepreneurs qui écouteront ce podcast nous rejoindront sûrement. C'est la plus belle des adrénalines, quoi. Créer quelque chose, créer de la valeur, créer quelque chose qui a du sens pour des gens qui en travaillent, mais les clients qui vivent aussi l'expérience au quotidien. C'est quelque chose qui est aujourd'hui vraiment merveilleux. Mais évidemment, c'est de l'investissement et tu peux pas vouloir créer une boîte qui tourne bien, qui a du sens, qui amène suffisamment de valeur à ses clients sans travailler. Et il faut montrer l'exemple, cool, parce que c'est la première chose que quand on recrute des gens, c'est la première chose qu'ils observent. C'est est-ce que la personne qui a créé la chose est investie, est-ce qu'il voilà. Donc je pense pouvoir dire on incarne assez bien et on est présent pour ça. Est-ce qu'il y a un avant et après meilleur sommelier de France, au final, ça n'a pas changé grand-chose dans la suite? Professionnellement, pas vraiment. Parce que j'étais toujours là. Dans les restaurants ou dans les palaces ou autres, que vous soyez meilleur sommelier de France ou pas, c'est pas très grave. C'est une aura. C'est une aura supplémentaire. Médiatiquement, quand je suis devenu meilleur envoyé de France en 2011, le Royal Monceau, ils s'en sont servis comme étant, c'est un très bon support de communication. Mais les gens viennent pas parce que vous êtes potentiellement meilleur sommelier de France ou meilleur ouvrier de France. Les gens viennent chez vous parce qu'ils y retrouvent quelque chose. J'ai plein d'amis qui ont des merveilleux restaurants avec des cartes des vins de dingue,
qui sont ni meilleurs ouvriers de France, ni meilleurs sommeliers de France, et dont leurs restaurants sont blindés et avec des succès incroyables. Parce que les gens viennent pour eux et parce qu'ils ont créé quelque chose de fort. Alors, ça change le regard des gens pour ceux qui savent ce que représente le concours en termes de travail, d'abnégation et de niveau d'excellence à atteindre. Et pour tous ceux qui disent que ça n'a pas, que c'est juste un titre sur une carte de visite, ceux-ci ne se sont pas présentés ou ne l'ont pas imaginé, osé franchir le pas parce que c'est beaucoup de travail et voilà. Donc, devenir meilleur ouvrier de France, c'est 3 personnes en sommellerie ou 4 tous les 4 ans. Et depuis que le concours existe, on est une vingtaine. Donc globalement, en France, c'est pas n'importe qui, voilà. Mais ça reste pas forcément. Les gens, oui, le public a une forme d'admiration. Le col bleu blanc rouge a plus de pouvoir, je pense, que le concours de meilleur sommelier de France, parce que le meilleur sommelier de France, vous êtes bon un jour, le jour J, et vous ne pouvez pas vous représenter. C'est-à-dire qu'une fois que vous avez gagné, vous avez gagné. Enfin, c'est comme ça que ça se passe en France. Ça se passe pas pareil dans les autres concours des autres pays. Mais donc à la fin, c'est un peu comme les Miss France, on se rappelle pas trop qui a gagné en 2005. Mais on sait que vous êtes quelqu'un qui, dans un moment ou un autre de votre vie, vous avez aligné les planètes et vous avez coché les cases. Par contre, le col bleu blanc rouge pour le public, c'est très important. Et surtout aujourd'hui, parce qu'on a beaucoup médiatisé les chefs, la cuisine. On n'a jamais été aussi au fait de ce qui se passe dans la gastronomie aujourd'hui que maintenant. On a des chefs stars, des porte-drapeaux, des Philippe Etchebest, des Thierry Marx, des gens qui incarnent beaucoup de choses au-delà de ce qu'ils font dans leur restaurant. Et donc, oui, le regard du public change un peu. Et oui, ça impose un certain respect, même si c'est pas ça qui fait tout. Faut être bon, quoi. Quand on fait un masterclass ici, il y a des gens qui viennent me challenger, qui me posent des questions très profondes, j'ai beaucoup de clients qui ont une culture générale très très riche du vin et qui, au-delà de venir chercher de l'expérience et des grands vins et d'un bon moment, viennent aussi me challenger, quoi. Hein, il y en a qui s'amusent bien avec ça. Voilà, donc ils m'amènent des bouteilles introuvables, ils m'amènent des trucs, voilà, ils aiment bien me challenger avec ça. Et puis à la force, oui, on dépasse complètement la notion de relation client. Des fois, ça devient des amis pour certains. Donc ça, c'est vraiment chouette. Mais oui, ça change pas forcément la carrière, clairement. C'est pas ça qui fait que vous serez mieux payé ou que vous serez mieux, voilà. C'est plus sympa, évidemment, d'être meilleur ouvrier de France quand une entreprise fait appel à vous et autres. Mais si vous êtes un bon orateur, que vous avez une sélection de vin très solide, que vous vivez vraiment le programme que vous vendez, que vous proposez quelque chose dont les gens se rappellent, alors que vous soyez meilleur sommelier de France ou pas, c'est pas grave. Les gens se rappelleront du moment vécu. Et ça, c'est très important. J'aimerais dire ça aussi aux gens qui nous écoutent. Ouais, c'est clair. J'ai pas fait énormément d'étoilés, par exemple, dans ma vie, mais je pense que je me souviens très bien de chacun d'entre eux que j'ai fait et même potentiellement de chacun des vins qu'on m'a servi ou des choses comme ça, tu vois, ou des moments que j'ai pu passer avec des belles bouteilles. Je pense que je m'en souviens de manière très précise, quoi. Clairement. Donc, ouais, je te rejoins à 100%. Et puis, tu disais, alors ça change pas quelque chose pour ton employeur ou pour ton employabilité entre guillemets, mais bah tu l'as très bien décrit précédemment, mais toi t'es passé par un processus d'amélioration, de transformation complète. Bah, j'ai passé de sommelier de palace employé à entrepreneur, dans l'idée que en fait si j'ai fait ce choix, même si j'étais très heureux parce que c'est valorisant de travailler dans un établissement comme le Georges V, le Ritz ou le Bristol, etc., où vous travaillez dans un écrin magnifique, vous avez c'est au milieu dans le coton, on va dire, hein, vous êtes avec les plus grandes bouteilles, tous les grands vignerons veulent travailler avec vous parce que vous êtes une vitrine, bref. Mais un jour, un client qui était caviste à la Madeleine est venu manger chez Taïwan, je me rappellerai toute ma vie. Et il m'a dit, combien de personnes dans les restaurants viennent pour le vin? Bonne question. En fait, les gens viennent pour manger dans un restaurant. Et dans un palace, ils viennent pour dormir et des fois pour manger. Et j'avais essayé de voir, et je me suis dit, bon, je pense qu'une 30% maximum sur 100 clients qui viennent pour l'expérience autour du vin, en plus de l'expérience gastronomique. Et même si personne boit du vin, etc., mais des fois, ça transpire moins la passion qu'autre chose. Une pas spécialement pour ça. Voilà. Et donc, je me suis dit, bon, qu'est-ce qu'on pourrait créer pour que les gens ne viennent que pour le vin? Peu importe les bouchées qui seront servies à côté, même si elles doivent être super, qu'est-ce qu'on va faire? Donc c'était un projet en fait un peu égoïste, quoi. C'est-à-dire je vais passer de sommelier de palace
à entrepreneur pour créer l'environnement dans lequel j'ai envie d'évoluer. C'est-à-dire ne plus forcément servir, mais juste être vraiment dans une communauté partagée. Je suis pas au service des gens en fait là chez Chef d'œuvre. Je stimule leur passion. C'est vraiment autre chose. Et je pense que c'est une forme de quintessence de cette quête en fait de faire vivre le vin au-delà des codes un petit peu plus fermés que de la restauration. Donc c'est voilà. Ouais, t'as créé ce que tu rêvais de vivre à l'époque en fait, en termes de dégustation, d'expérience. Je suis content de dire aussi que c'est quelque chose qui n'existe pas. C'est-à-dire que bon, en fait, chef d'œuvre, c'est pas vraiment de choses similaires, qui font les mêmes activités que nous, qui stimulent le même public, qui travaillent avec les mêmes domaines, etc., et qui font vivre le vin de cette manière. Il y a des super clubs de dégustation, il y a plein de choses, mais où il y a des super cavistes, il y a des super restaurants, hein, mais c'est pas vraiment ici chef d'œuvre, c'est un peu hybride, quoi. Hein. Et je pense qu'on écrit quelque chose un peu nouveau, peut-être dans la manière de parler des vins aussi, mais je dis ça avec modestie quand même, parce que évidemment, on plaît pas forcément à tout le monde, mais c'est ça qui nous fait vibrer aujourd'hui, c'est d'avoir créé quelque chose d'un peu nouveau entre guillemets dans l'offre du monde du vin. Donc tu l'as dit, Chef d'œuvre, c'est à la fois un club de dégustation, c'est l'opportunité d'acheter du vin que tu as sélectionné, c'est une cave héritage pour ses enfants. Voilà, c'est plein de choses différentes qui, en fait, Est-ce que si je connais rien, il faut que je vienne ici? Non, mais il y a plein de gens qui viennent ici qui connaissent rien. Ouais. Mais en fait, moi, je suis très content quand je vais te raconter un petit peu la genèse des chefs-d'œuvre et des services des chefs-d'œuvre, parce que c'est important que les personnes qui écoutent ça comprennent en fait que c'est en écoutant les clients qu'on crée des services. Quand on a créé chef-d'œuvre, on l'a dit tout à l'heure, des gens m'ont dit, si j'avais goûté ces vins avant, si vous avez entendu en parler comme ça, alors je m'en serais acheté plus. Pourquoi vous créez pas un club d'amateurs de acheteurs de vin qui nous permet de faire ça tous les mois? C'était une demande d'une des personnes qui avait acheté ces vins lors de cette commande groupée pour des amis. On l'a fait. Et après, ces personnes, quand ils ont passé quelques bons événements et de soirées avec nous, ils nous ont dit, mais Emmanuel, cette soirée-là, on pourrait la reproduire pour mes clients parce que moi, j'ai un réseau de clients, etc. Et donc, les personnes on a organisé les premières soirées live, Chef d'œuvre live. Donc, on a créé Chef d'œuvre live, une branche un peu B2B d'animation de soirée pour ces clients qui sont patrons, etc., ou dans certains réseaux, etc., donc on fait vivre le vin autrement, mais surtout, on permet aux gens de networker et de faire des mois. Et puis, évidemment, on a fait grandir le cercle, la communauté, la tribu, entre guillemets, j'appelle ça une tribu chez deux, moi. Parce que les personnes qui vivent l'expérience ce soir-là, elles rejoignent chef d'œuvre, elles sont souvent parrainées par la personne qui les a invités et autres, et donc puis la personne retrouve en lui-même des propositions, des choses qui l'ont fait vibrer, il retrouve les vins qu'il a dégustés, d'autres expériences. Moi, il m'arrive ici d'accueillir dans la cour de chef d'œuvre pour des soirées membres. Il y a un stagiaire du Royal Monceau qui a 18 ans et qui vient juste pour passer une bonne soirée, et il y a le CIO de Deloitte qui va venir, et ces personnes-là n'ont strictement rien à voir socialement, ni culturellement, ni quoi que ce soit, mais elles viennent pour le vin. Donc voilà. Et puis après, par exemple, cette même personne va dire, moi, Emmanuel, j'adore ces vins-là, mais j'aimerais bien constituer une petite cave à mes enfants. Ok. Et donc là, on se dit, mais attendez, si quelqu'un veut transmettre le goût des vins à maturité à ses enfants, il faut peut-être qu'on crée un service qui permet de transmettre ce goût des vins à maturité. Donc c'est comme ça que Chef d'œuvre héritage est né. Et puis après, dans un autre univers, là on est en train de préparer pour 2022 Chef d'œuvre School, parce qu'on aura fait donc Chef d'œuvre Club, Chef d'œuvre Live, Chef d'œuvre Kids. On l'a pas appelé Kids, parce que sinon les juristes nous auraient. C'est un peu brutal. Ouais. Voilà, c'est un peu brutal, mais Chef d'œuvre School étant voilà, où on permettra en fait à des personnes qui de commencer là dans un silo d'apprentissage, d'expérience. Et en fait, de compréhension de son propre ADN œnologique, qu'est-ce qui me fait vibrer, pourquoi j'achète pour moi, etc., etc. Et d'acquérir la culture. Voilà, donc on est en train de préparer ça, c'est notre grand chantier de l'année pour 2023. Et on espère sortir quelque chose qui sera en parfaite conjugaison avec les autres services proposés, qui permettent soit aux personnes qui viennent vivre un bon moment, juste ou apprendre, ou vivre une expérience, ou goûter, ou découvrir de nouveaux vins, de rentrer par une nouvelle porte chez Chef d'œuvre.
Super. Bah écoute, je te souhaite la plus grande réussite dans, Merci dans le chef-d'œuvre school. C'est vraiment ultra intéressant. Je pense qu'il y a matière clairement à faire quelque chose dans l'éducation et autres. Donc, j'ai aucun doute sur le fait que ça fonctionne bien de ce point de vue-là. Et c'est cool de voir à quel point justement t'as ajouté des briques de service, mais à chaque fois qu'on te le demandait et pas. Alors le plus dur dans ces nouveaux services à chaque fois, c'est de rester focus. Ouais. Hein, faire très bien quelque chose et de rester focus et de maintenir le niveau d'excellence à chaque étape Aujourd'hui, je pense que sur la partie événementielle, c'est très bétonné, etc. Sur la partie expérientielle des clients, chef-d'œuvre ici en présentiel, oui, mais il y a plein de choses qui sont à chaque fois améliorées dans le digital, dans plein de choses. Enfin, tout ça est évidemment en perpétuelle évolution. Mais quand on crée des nouveaux services, il faut rester focus aussi et pas se diluer, sinon on fait mal tout, quoi. C'est un petit conseil que je donne aux personnes qui se lancent dans la création de produits. Et je le prends. Je prends le conseil aussi pour moi parce que clairement, parfois j'aurais clairement besoin. Il y a un point quand même que tu mentionnais juste avant qui était intéressant et que je voudrais souligner, c'est quand tu dis il y a le CEO de Deloitte qui est là et un stagiaire du Royal Monceau. En fait, c'est la caractéristique, je trouve, du vin, c'est à quel point ça fait tomber les barrières sociales. Exactement, en fait. C'est vraiment c'est vraiment ce que j'ai toujours trouvé merveilleux dans le vin, c'est que si quelqu'un aime le vin, vous mettez dans l'avion à côté de quelqu'un, vous ouvrez un magazine sur le vin et la personne vous dit j'ai goûté ce domaine-là, voilà la conversation, vous pouvez parler pendant 3 heures avec la même personne sans le connaître, sans rien. Ce que je trouve merveilleux dans le vin, c'est que ça fait tomber complètement les barrières sociales. Derrière un verre de vin, que vous ayez un poste incroyable, ou que vous soyez juste quelqu'un qui découvre, vous avez les mêmes sensations, vous avez peut-être pas forcément la même culture du produit, etc. Et chacun a ses repères. Personne n'a le droit de dire à l'autre qu'il a raison et l'autre a tort. Chacun, c'est quand même un produit de plaisir, quoi. Et je crois que les goûts et les couleurs, ça se discute pas. Y a pas de compétition, clairement. Alors oui, il y a toujours des personnes qui essayent de se faire remarquer qui étalent un petit peu la confiture, mais c'est un produit qui rend tellement humble le vin que généralement on monte pas trop dans les tours, quoi. Ou alors faut vraiment quelqu'un qui soit extrêmement calé et dans lesquels évidemment à un moment aussi lui aussi trouve ses limites, hein. Je pense que même les sommeliers ou les plus brillants ou même des gens incroyables dans le monde du vin comme les meilleurs sommeliers du monde, Olivier Poussier par exemple ou Eric Baumard, etc. trouvent leurs limites aussi à un moment parce qu'on peut pas tout savoir, hein, voilà. Donc je pense que c'est un produit qu'on doit ramener à ce qu'il est, c'est-à-dire un produit de la terre, un passeur de messages extraordinaires, un passeur de culture, d'histoire. C'est tout. Enfin, on n'a pas dit que le vin était la plus civilisée des boissons par hasard. Si les plus grands de ce monde, et ce depuis des siècles, voire des millénaires, l'ont souligné, c'est parce que c'est quelque chose qui porte qui a des fondations très profondes et des valeurs fortes. Et je pense qu'on ne fait que prolonger ce que ce produit a de plus merveilleux à nous offrir, c'est-à-dire des moments de vie, des souvenirs, des anecdotes, des plaisirs sensoriels, des plaisirs gustatifs et sensoriels. Et je pense que quand on aime le vin et que quelqu'un d'autre aime le vin, la première chose qu'on aime raconter, c'est l'émotion qu'on a eue avec telle et telle bouteille dans tel et tel contexte. Et dire, moi, cette bouteille, je l'ai bu avec des amis. Enfin, voilà, c'est ça. C'est ça qui est merveilleux dans le vin. Et donc, c'est vraiment le produit, c'est le produit de ceux qui aiment la culture, l'histoire, qui sont des esthètes également du goût, qui aiment bien manger. Souvent derrière une belle bouteille de vin, des gens qui sont un peu exigeants sur le choix qu'il fait pour le vin. Il est un peu exigeant sur les produits et il développe petit à petit sa culture culinaire, son envie de cuisiner, etc. Qui sont en fait, franchement, on mange et on boit régulièrement, quoi. Donc autant le faire très bien, quoi. Hein, et profiter au maximum de ce que la vie nous offre, surtout en France. On a un patrimoine comme sur ça qui est vraiment unique. Ça, c'est très vrai. Écoute, ça fait un magnifique message de conclusion. Il me reste 3 questions qui sont assez traditionnelles dans ce podcast. La première, c'est est-ce que tu as une dernière dégustation coup de cœur que tu pourrais me recommander? Ouais, je pense que il faut être. On dit toujours qu'il faut être acteur de son époque. Et surtout souligner l'évolution des vins dans leur époque. Parce que voilà. Donc j'invite. Là, je reviens d'Alsace. J'y étais 3 jours la semaine dernière.
D'abord, c'est le plus gros mouvement bio et biodynamique de France. Oui. C'est quand même un des gros messages très importants. Je pense que le virage est parti là et la nouvelle génération qui arrive là va faire très très fort. Mais j'aimerais simplement inviter aussi les gens à penser différemment ce que l'histoire nous a légué, c'est-à-dire, vous savez, dans l'histoire de France, on dit bon, les grands pinots noirs, c'est la Bourgogne, c'est la Côte de Nuit, etc. Mais les pinots noirs d'Alsace en ce moment sont tellement incroyables, tellement en train de monter dans la hiérarchie, dans le mindset des amateurs. Quand on va voir ce que fait Jackie Berthelmé au domaine Alberman, ce que fait la famille Murray à Rouffach, quand on voit même ce que font quelques jeunes auteurs dans une région où en fait on n'avait pas la culture des rouges, on n'a pas la culture des rouges intenses et savoureux et profonds. Et quand on voit aussi la hiérarchie de leur terroir avec ses grands crus, des socles géologiques qui collent parfaitement à ce cépage, alors oui, j'invite toutes les personnes qui nous écoutent à aller faire un tour en Alsace et à prendre la température sur cette région qui n'a jamais été aussi dynamique qu'aujourd'hui, qui a une mosaïque de terroirs extraordinaire et qui est en train d'aligner les planètes de manière considérable, avec une viticulture engagée, des grands terroirs, une amélioration du climat qui permet de pousser le curseur des plaisirs encore plus loin, et donc à aller voir ces domaines, Alberman, Zuslin, etc., pour comprendre un petit peu où le pinot noir peut pousser les frontières de l'imaginaire. Ouais, c'est ultra marrant que tu mentionnes ça. J'ai fait une dégustation Pinot Noir hors Bourgogne il y a pas longtemps. Alors, on a quand même glissé un Bourgogne à l'intérieur. C'était un des thèmes des masterclass de ce mois-ci. C'est la Bourgogne face à sa challenger. Et on va faire tout à l'aveugle pour que bien sûr, voilà. Donc est-ce que tu vas mettre un Bourgogne quand même pour oui, non mais c'était hors Bourgogne. Ce sera des matchs à l'aveugle. Voilà. Mais c'était ultra intéressant. On avait fait quoi? On avait fait Nouvelle-Zélande. Bien sûr. Du coup Alsace, Australie, Afrique du Sud et Languedoc aussi. On n'avait pas mis d'Américains parce que là ça commençait à faire beaucoup. On n'était pas nombreux, enfin on n'était pas très nombreux, donc il fallait quand même restreindre le choix parce que sinon ça aurait fait trop. Et c'était ultra intéressant en fait, et ultra cool. Et tu vois, c'est vrai qu'on a la référence du Pinot Noir de Bourgogne qui est, je pense c'est ce qu'on a l'habitude de goûter. Et puis bon, c'est délicieux sans aucun doute, mais en fait on n'a pas l'habitude d'aller chercher des Pinots Noirs ailleurs. Et moi j'ai trouvé ça incroyable comme dégustation. Ouais, le vin c'est le fil conducteur du vin, c'est rester émerveillé. Enfin, c'est s'émerveiller de tout. C'est être curieux. Je pense que c'est la passion qui pétille comme ça dans le cœur, là. Et faut toujours être curieux. Moi, on me fait toujours goûter des trucs, même si je connais ni l'appellation ni le propriétaire, je goûte parce que j'ai envie, je veux comprendre, je veux voir ce qu'il y a derrière. Des fois, on découvre des choses incroyables et sur lesquelles on n'aura jamais parié. Ouais, je veux bien le croire. La deuxième question qui est assez traditionnelle, c'est est-ce que tu as un livre sur le vin à me recommander? Ah ouais. Alors, il y en a plein, parce que j'en ai lu tellement que... Qu'est-ce qui m'a touché récemment comme livre? Tu nous as recommandé Les Petites Souris et le Labyrinthe déjà, mais c'est pas vraiment. C'est pas vraiment sur le vin, celui-là, non. C'est sur le fromage, du coup. Ouais, je vais citer... Moi, j'aime bien. Je vais pas vous parler d'un livre encyclopédique ou autre, parce que ça, il y a peut-être ce qu'il faut. Hein, l'encyclopédie de Jesse Robinson, ces choses-là, c'est incontournable. Et voilà. Du vin aussi, là, on l'a recommandé 150 fois. Donc... Non, on va arrêter. Non, j'ai adoré le dernier livre d'un Master of Wine qui s'appelle Jeremy Kuckerman, que je recommande à tout le monde, qui s'appelle Quel vin pour demain, parce que évidemment, il traite le sujet du réchauffement climatique. Et au-delà d'être c'est un peu technique les 100 premières pages parce c'est un gros travail d'information avec des spécialistes scientifiques qui parlent bien sûr du réchauffement climatique et de ses effets. Mais la deuxième partie, c'est pas juste un concentré de oh là là, c'est terrible, tout va changer, patati patata. Il y a aussi quand même beaucoup de pragmatisme, il y a beaucoup de solutions. Il y a un regard en fait très positif et engagé sur les choses les petits leviers sur lesquels on peut agir qui permettent de faire changer considérablement les choses. Et un message d'optimisme très fort en disant non, c'est pas terminé. Non, on pourra encore faire du champagne dans 100 ans chez nous. Non, le Sauvignon, c'est pas trop tard à Sancerre, etc. Donc, moi, j'ai beaucoup aimé ce livre et je le conseille. Ça se lit très vite, la deuxième partie surtout. Elle est très riche en culture. Et c'est très d'actualité. Donc, ça s'appelle Quel vin pour demain? Et c'est Jeremy Kuckerman qui l'a écrit. C'est un de mes derniers livres de chevet. Et franchement, j'ai trouvé ça vraiment génial à lire. Ça marche, mais compte sur moi pour le lire. En plus, c'est un sujet qui me passionne vraiment le choix des cépages, l'évolution en tout cas des cépages, toute l'empélographie et tout ça. C'est un sujet que je trouve
incroyables. Et en fait, quand on s'intéresse au sujet, on voit que c'est un sujet qui est vivant, en fait. Et le choix des cépages, l'ampélographie, ça fait partie, je suppose, de ce qui peut, tu vois, tu parlais du Sauvignon à Sancerre ou autre. Mais le choix des cépages ou autre, ça fait partie de cette évolution qu'on va sûrement connaître. Et j'ai hâte de lire du coup ce qu'il a à nous dire dessus. Et la dernière question qui m'a permis d'arriver ici grâce à Alexandre Lazareff, qui est la prochaine personne que tu me recommandes d'interviewer? Alors je sais pas toutes les personnes que tu as interviewées. Je te dirais si tu tombes sur quelqu'un. Dans les personnes qui en sommellerie ou dans le monde du vin me touchent, il y en a plusieurs, mais je pense que si on veut avoir un regard un peu plus international sur le monde du vin, avec une Française que je trouve fabuleuse, qui est Pascaline Lepelletier, qui va représenter la France au concours mondial l'année prochaine. Donc elle est sommelière à New York, dans un restaurant qui s'appelle Racine, ancienne philosophe. C'est quelqu'un qui fait des études de philosophie avant de plonger dans la sommellerie et dans la restauration. Et c'est une fille absolument incroyable, qui a une culture générale insondable du vin, mais qui a un regard plus philosophique encore sur le vin et sur la viticulture et autres. Et donc au-delà d'être extrêmement cultivé et très au fait en fait du monde du vin en dehors de ce qu'on vit en France, parce qu'en France on a peut-être une vision assez rétrécie du marché du vin, mais ce qui est important c'est d'écouter aussi ce qui se passe dans le cœur battant d'une ville comme New York ou des États-Unis quoi, ou sur un marché, une plateforme plus internationale d'offres de vin, parce que à New York on vend des vins de partout, et de voir un petit peu comment tout ça évolue, quels sont les grands mouvements, les grandes tendances, les choses complètement ahurissantes qu'on peut entendre, mais qu'est-ce qui permet aussi de faire évoluer. Je pense par exemple à la mouvance des vins nature. On aime, on n'aime pas, il y a des choses comme ça, etc. Mais globalement, c'est souvent dans des villes comme ça que on voit à peu près les grandes tendances. C'est aussi ce genre de mouvement qui permet à tel et tel domaine de réfléchir différemment. À la gestion du soufre, à des choses comme ça. Donc, je pense que Pascaline, elle a une vraie vision. Elle prend le poumon, entre guillemets, à travers d'un public très international, dans une ville comme ça, du marché du vin, et des grandes tendances, voilà. Tout en étant actrice, évidemment, sur la révolution qui s'opère dans la Loire. Elle est angevine, donc voilà. Et donc, c'est peut-être la personne que je conseillerais d'interviewer, parce qu'elle a, pour plein de raisons comme ça, beaucoup de choses à dire. Voilà. Et en plus, c'est une femme merveilleuse qui perce dans le monde du vin. Et elles sont pas très nombreuses à être encore aujourd'hui reconnues à ce niveau. Et donc, je pense que ça intéressera forcément les auditeurs. Ça marche. Eh ben écoute, merci pour cette recommandation et compte sur moi du coup pour contacter Pascaline juste après cet épisode. Ça sera certainement à distance parce qu'elle est à New York, mais du coup à distance ou alors si des personnes chez Air France nous écoutent et veulent faire quelque chose, je suis prêt à y passer un peu de temps, il y a pas de problème. Parfait, merci beaucoup Manuel pour le temps que tu m'as accordé cet après-midi. C'était un vrai plaisir. Un vrai régal d'enregistrer ce podcast ensemble. Pour les personnes qui nous écoutent et peut-être qui nous regardent, je te disais, c'est la première fois qu'on fait un test vidéo, donc j'espère que ça rend bien, on verra tout à l'heure. Bien sûr. Mais donc si vous nous écoutez ou si vous nous regardez, si vous êtes encore là, à ce moment-là, ça fait un tout petit peu moins d'une heure, je crois un tout petit peu plus d'une heure qu'on enregistre. C'est que ce podcast vous a plu, donc n'oubliez pas de le partager évidemment autour de vous, envoyez-le à au moins 2 personnes. Et venez découvrir ce que fait Chef d'œuvre évidemment, puisque il y a de grandes chances que ça vous plaise. Manuel, encore merci et à très bientôt. C'était un vrai plaisir, merci à toi.